J'ai contribué à l'enquête sur le profil socio-économique des traducteurs de la TLF qu'on a menée l'année dernière, en 2019, avant le confinement, et dont on peut aujourd'hui livrer les résultats avec un certain recul. On s'était rencontrés l'année dernière aux États généraux du livre, tome 2, au mois de juin 2019, à un moment où la TLF et les autres associations d'auteurs manifestaient un certain nombre de revendications de manière politique et publique. Et j'avais fait une contribution aux États généraux du livre sur la situation économique des auteurs, la problématique de leur rémunération et leur place dans la chaîne du livre. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, le bureau de la TLF de l'époque et moi, et que est née l'idée d'une collaboration sur l'enquête auprès des adhérents. Alors c'est un questionnaire qui a été mené en ligne pendant plusieurs semaines et auquel ont répondu environ un tiers des adhérents de la TLF. Donc on a une assez bonne représentativité. Alors ces thèmes, c'est d'abord un peu le portrait général des adhérents. Alors on a envie de dire le portrait des traducteurs, mais c'est plus complexe que ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de traducteurs littéraires qui ne sont pas forcément adhérents à la TLF, en particulier s'ils ont une pratique très occasionnelle. Donc je parlerai plutôt des adhérents, mais en ayant bien en tête qu'il y a une certaine idée de représentativité de la profession. Donc d'abord sur le profil général, ce qu'on a observé, c'est une accentuation des tendances de long terme qu'on avait déjà observées dans les précédentes enquêtes, comme par exemple la féminisation de la profession, l'âge qui s'accroît, ou encore l'élévation du niveau de diplôme, qui est aussi en lien avec une tendance plus générale dans la population française. Et puis un point particulier et très important, et encore plus important aujourd'hui avec un petit peu plus de recul de ce portrait général, c'est la question du cumul des activités, qui n'est évidemment pas une surprise, qui n'est ni une donnée récente, ni une donnée propre aux traducteurs littéraires. C'est une donnée assez générale à beaucoup de métiers de création, et notamment quand ils sont exercés sous le régime du travail indépendant. Mais cette problématique du cumul d'activités, aujourd'hui, elle est renforcée avec les inquiétudes des auteurs et des traducteurs littéraires en particulier pour leurs revenus et leur protection sociale au sens large face aux aléas de la vie. Et cette problématique du cumul d'activités, ce qui est ressorti dans l'enquête, c'est qu'elle est loin d'être subie de manière univoque. Beaucoup de traducteurs littéraires, et c'est vrai de beaucoup d'auteurs et de beaucoup de professionnels de la création en général, cumulent plusieurs activités de manière choisie, souhaitée, et ce ne sont pas forcément toujours des activités elles-mêmes en lien avec la création. Le deuxième thème très important qui est ressorti de cette enquête, bien sûr on en avait déjà une idée au moment où on avait établi le questionnaire, mais ça fait partie des sujets qui sont ressortis vraiment de manière aiguë dans les réponses, c'est le sujet de la précarité. Et il faut bien se rappeler que c'est une enquête qui a été menée avant le confinement, donc avant l'accroissement d'un certain nombre de difficultés pour beaucoup d'auteurs et notamment beaucoup de traducteurs littéraires. Ce thème de la précarité, ce qui est particulièrement intéressant à lire dans cette enquête, c'est qu'il n'est pas uniquement lié à une problématique de revenus. Bien entendu, la dispersion des revenus, le fait que beaucoup de traducteurs gagnent peu de revenus à partir de leur traduction, c'est bien entendu un élément déterminant dans le sentiment de précarité, à relativiser, puisque certains traducteurs gagnent peu de manière choisie, parce que pour eux la traduction n'est qu'une activité annexe, mais pour beaucoup c'est bien sûr plutôt subi. Mais ça n'est pas le seul élément. Il y a aussi d'autres facteurs qui pèsent sur les conditions de travail et in fine sur le bien-être au travail des traducteurs, comme par exemple la difficulté d'accès à des lieux de travail ou à des temps de travail dédiés à la création et à la traduction. C'est loin d'être anodin et parfois les traducteurs expriment que c'est même une certaine liberté de
pouvoir travailler quand et où ils le souhaitent, mais il y a souvent un certain revers de cette liberté. Quand elle est vécue comme une liberté, ce qui n'est pas toujours le cas, mais même quand elle est vécue comme une liberté, il y a un certain revers qui est l'emprise du travail sur l'ensemble des lieux et des temps de la vie professionnelle et personnelle. Ce qui rejoint une certaine porosité du travail du traducteur avec ses autres activités, les autres domaines dans lesquels il peut s'investir, que ce soit la vie personnelle, la vie domestique, les relations de travail par ailleurs. Donc il y a les revenus, il y a les lieux, les temps, et puis il y a ce qu'on pourrait appeler une certaine précarité statutaire, c'est-à-dire le fait que beaucoup de traducteurs se sentent dans une position économiquement dominée vis-à-vis de leurs interlocuteurs professionnels, en particulier les éditeurs, sans nécessairement d'ailleurs accuser les éditeurs ou d'autres interlocuteurs d'en profiter, mais le sentiment reste assez important d'être assez peu en mesure de connaître et faire valoir leurs droits. Qu'il s'agisse de droits en termes de rémunération ou de droits relatifs à leur droit moral, à la reddition des comptes, au délai de paiement. Donc beaucoup de choses qui tournent autour du contrat, mais qui font partie du contrat, mais qui ne sont pas de la rémunération à proprement parler. Et ce sentiment de précarité statutaire joue beaucoup dans une certaine fatigue qu'on peut lire de la part de traducteurs qui exercent depuis bien nombreuses années. Troisième thème qui ressort et qui est bien sûr lié à celui qu'on vient d'évoquer là, c'est celui de la relation avec les éditeurs. Et qui d'ailleurs fait l'objet d'une partie du nœud des problèmes tels qu'ils sont ressentis en tout cas par les auteurs et tels qu'ils sont présentés sur la scène médiatique, dans les discussions avec les institutions. Les relations avec les éditeurs, alors ce qui ressort de cette enquête, c'est qu'elles sont loin d'être mauvaises dans leur ensemble. Alors c'est à la fois encourageant et en même temps ça peut poser un certain nombre de questions. Puisque quelle que soit la qualité des relations humaines que les auteurs ont avec leurs éditeurs, le cumul des difficultés reste quand même la règle. Quand on interroge les auteurs et les traducteurs en particulier sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de leur contrat, on lit que de plus en plus des difficultés à faire valoir leurs droits s'accumulent au cours d'un même contrat ou sur une succession de plusieurs contrats. Alors c'est un petit peu difficile de savoir si la tendance s'aggrave ou si la prise de conscience est plus aiguë qu'avant. Sans doute un mélange des deux. Par rapport à ces difficultés-là, la présence et l'accompagnement des associations d'auteurs comme la TLF auprès de ses adhérents et auprès de la profession en général apparaissent très nettement comme un soutien qui aide les traducteurs à la fois de manière pratique et aussi de manière morale à être plus ferme et plus sûre de leurs droits et de leur légitimité à les faire valoir. Dernier thème qui nous a préoccupés dans cette enquête et qui est un thème qui apparaissait assez peu dans les précédentes versions de l'enquête par définition en quelque sorte, c'est le thème du rapport aux outils numériques qui joue un rôle assez ambivalent dans la vie des traducteurs, comme il joue un rôle ambivalent dans nos sociétés de manière générale. Les dernières éditions de l'enquête détaillées datent d'il y a 20 ans et presque 40 ans respectivement, ce qui les rend trop anciennes pour avoir pu à ce moment-là vraiment rendre compte de l'impact des technologies numériques, aussi diverses soient-elles, sur le travail des traducteurs, alors qu'aujourd'hui c'est un sujet omniprésent et même quand on ne pose pas la question directement, ça ressort en fait dans les réponses. Alors bien sûr, ça va jouer dans les outils de travail au sens pratique, l'accès à l'ordinateur étant devenu quasiment évident pour beaucoup de traducteurs. Seuls les plus anciens traducteurs le mentionnent comme quelque chose qui a changé. Pour les plus jeunes,
c'est une telle évidence que c'est même plus mentionné. Donc ça fait partie du quotidien, mais il y a aussi des effets qui sont plus à discuter, hein, comme par exemple l'effet sur la rémunération à travers la façon de compter les tranches de traduction. Ce qui est intéressant au final dans cette enquête, c'est qu'on voit apparaître deux grandes choses. D'abord, le fait que finalement les traducteurs littéraires se retrouvent à exprimer des choses qui ressortent à l'échelle de la société et de l'économie dans son ensemble depuis une quarantaine d'années. Dans l'enquête, une des conclusions de l'enquête menée il y a une quarantaine d'années sur les traducteurs littéraires, c'était la question de savoir si c'était une profession en crise ou pas. En réalité, ce n'est pas tant la profession qui est en crise que la place du travail dans nos économies depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et l'évolution de nos économies, avec en particulier les transformations numériques, mais pas seulement, ne font que reposer régulièrement cette question-là et l'accentuer pour l'ensemble des travailleurs et les travailleurs créatifs en particulier, comme les traducteurs que nous avons interrogés. La deuxième chose particulièrement saisissante, c'est que cette enquête qui a été menée juste avant le confinement posait déjà un bon nombre de questions qui ont été mises en lumière de manière encore plus aiguë pendant le confinement, comme par exemple l'accès à une protection sociale, à une protection face aux aléas de l'activité notamment, mais aussi des thèmes comme l'isolement, le fait d'être isolé au travail, le télétravail, donc des choses que les traducteurs connaissent dans leur pratique de manière récurrente, de manière pérenne, mais qu'ils ont eu à subir peut-être de manière accrue et de manière un petit peu plus vive peut-être que d'autres catégories de travailleurs pendant cette période du confinement. Alors cette enquête, elle a donné lieu à un compte-rendu qui a été lui-même rédigé pendant une partie de ce compte-rendu a été rédigée pendant le confinement. Et une de nos conclusions, c'était de savoir s'il serait intéressant d'évaluer les conséquences de la crise sanitaire et sociale sur le travail des traducteurs. D'où l'intérêt des enquêtes qui ont suivi, qui ont été menées ensuite sur l'expérience de la crise par les traducteurs littéraires et qui vont faire l'objet de restitutions à part. L'enquête sur la situation socio-économique des traducteurs littéraires menée par l'ATLF avec Olivia Guillon fin 2019, donc qui est divulguée en 2020, entre en résonance totale avec les conclusions du rapport Racine qui a été effectué en 2019, cette fois auprès des associations professionnelles d'auteurs et non des auteurs eux-mêmes, sur les mêmes thématiques pour avoir un panorama d'ensemble des professions créatives, artistiques et littéraires. Dans le rapport Racine, il y avait une partie diagnostique qui correspond tout à fait aux thématiques qui ont été exposées dans notre propre enquête, donc notamment la précarisation grandissante des auteurs, donc pas uniquement des traducteurs, mais de toutes les professions de la création, une difficulté d'accès à leurs droits sociaux et surtout un questionnement sur l'éventualité d'un filet de sécurité pour les périodes d'inactivité, qui a été quand même une question qui est revenue assez régulièrement. Le rapport Racine a donc été divulgué en février 2019, juste en coïncidant avec la crise sanitaire qui commençait, le confinement qui a accentué toutes ces problématiques. Et l'ATLF, nous avons décidé donc de mener 2 autres enquêtes pour avoir une idée. Une première enquête pendant le confinement pour évaluer l'incidence justement du confinement sur la rémunération et sur les contrats des traducteurs littéraires. Et ensuite une deuxième enquête un petit peu plus élaborée à la fin du confinement, donc au déconfinement, pour avoir leur impression sur la gestion de la crise par le gouvernement, des mesures de soutien mises en place et d'imaginer ce qu'allait être leur futur dans le monde d'après.
La première enquête pendant le confinement a montré qu'effectivement les rémunérations des traducteurs ont été mises en danger parce qu'il y a eu tous les arrêts des manifestations littéraires, les éditeurs ont repoussé les sorties de livres, donc les contrats des traducteurs ont été repoussés également, donc pas de rémunération. Les mesures de soutien qui ont été mises en place par le gouvernement, tant au niveau social qu'économique, n'étaient pas réellement adaptées ni aux traducteurs ni à la situation des auteurs, notamment le chômage partiel forcément, puisque les auteurs n'ont pas de chômage, la garde d'enfants pour les arrêts de travail pour les gardes d'enfants de moins de 16 ans a été très compliqué à mettre en place pour les auteurs parce que les CPAM, les caisses d'assurance maladie, ne reconnaissent pas le statut et le régime des auteurs, donc ils leur demandent des fiches de salaire qu'ils ne peuvent pas fournir, etc., etc. Le fonds de solidarité lui-même n'était pas adapté aux auteurs déclarant en traitement et salaire qui n'avaient pas de numéro de SIRET, qui donc ne pouvaient pas remplir le questionnaire, remplir le formulaire sur le site des impôts. Il a fallu des tas de concertations auprès des pouvoirs publics pour qu'enfin une case artiste-auteur apparaisse dans les différents formulaires, des fonds d'urgence soient mis en place par le CNL, distribués par la SGDL pour le monde du livre. Donc ça a été l'occasion de mettre en lumière de façon encore plus flagrante que la situation et en tout cas la réalité quotidienne et du travail des artistes-auteurs et des créateurs n'était pas vraiment reconnue. La deuxième partie du rapport Racine donnait des recommandations, des préconisations par rapport au diagnostic qui avait été créé. Le troisième point du diagnostic du rapport Racine était le déséquilibre du rapport de force dans les négociations entre les auteurs et les diffuseurs. Donc dans la partie préconisations et recommandations, il y a eu tout un tas de sujets qui ont émergé, comme était-il pertinent de créer un statut d'artiste-auteur ? Les artistes-auteurs devaient-ils être représentés auprès des pouvoirs publics? Par qui? Comment? Et toutes ces questions sont actuellement en discussion entre les organisations d'auteurs et les pouvoirs publics qui se sont, à l'aune du rapport Racine et de la crise, emparés de ces sujets qui sont donc actuellement en pleine concertation. Il apparaît que la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, lorsqu'elle a présenté son budget pour 2021, a l'intention de faire des efforts en direction des auteurs et d'obtenir des mesures concrètes pour pour la fin du premier semestre 2021. Donc tout est à faire et nous attendons de voir ce que ça va donner.